Voilà, je suis très content d'arriver chez moi, d'être devant vous pour vous parler. J'ai tellement de choses à vous dire que je décide de renoncer à mon texte. Je renonce à mon texte avec l'espoir que M. l'abbé va imprimer ça et on va vous distribuer. Moi-même, j'avais déjà imprimé de la Belgique, mais je ne savais pas que vous seriez aussi nombreux. Alors je réserve la première à M. l'abbé et celui qui vous distribuera ça. Avant de commencer ma conférence, je vous signale que j'ai visité un peu quelques écoles et je suis triste de voir que les écoles aujourd'hui n'ont plus de bibliothèque. Les enfants ne savent même plus lire. Pourtant, pour la section pédagogique, moi ayant donné le cours de psychologie pendant des années, j'ai publié 4 livres de psychologie destinés aux élèves de 3e, 4e, 5e, 6e. Mais ces livres ne sont pas encore arrivés ici. Pourquoi? Parce que les pères de Saint-Paul, avec qui je collabore, n'ont de librairies qu'à Kinshasa, à Kisangani et à Lubumbashi. Et comme ça coûte très cher de transporter des livres, j'ai pris juste des échantillons. J'ai ici 4 livres que je remettrai à M. l'abbé. Il va mettre dans sa bibliothèque et j'espère que ceux qui sont dans les environs pourront les lire. Et en même temps, on va s'organiser pour faire en sorte que les livres arrivent aussi dans les paroisses, comme dans le temps quand il y avait des procures, des missionnaires, des choses comme ça. On m'a demandé de vous parler de le complexe du villageois, diagnostic, thérapie d'une maladie sociale. Commençons par nous mettre d'accord sur la terminologie. Quand on dit un mot complexe, c'est un terme tellement difficile à comprendre parce que ce qui est complexe est fait avec des éléments dont les liens ne sont pas toujours perceptibles. C'est pour ça que les synonymes de complexe, ça peut être embrouillé, ça peut être compliqué. Alors si c'est déjà complexe et compliqué au niveau du concept, mais que dire alors du complexe du villageois? Parce que là, nous allons sur le plan psychologique. Alors en psychologie, on va considérer que les complexes, c'est quoi? C'est un ensemble de sentiments, c'est un ensemble de souvenirs qui sont enfouis dans notre être profond et qui déterminent notre comportement. Lorsqu'on vous dit que les psychologues, les psychanalystes, leur rôle, c'est de comprendre l'individu, mais qu'est-ce qu'ils ont comme méthode? Ils sont capables d'explorer les couches profondes de la personnalité pour vous dire que telle attitude que l'individu manifeste aujourd'hui, ce n'est qu'un symptôme d'un problème qui vient de loin. C'est pour ça que, avant d'en arriver à vous parler du complexe du villageois, je voudrais aller dans un cadre, et j'ai entendu les autres aller dans le même sens, nous allons un peu dans l'interdisciplinarité. Nous allons faire appel à beaucoup de disciplines et essayer de prendre à gauche, à droite et voir qu'est-ce que nous pouvons retenir. Je voudrais dire un mot sur l'histoire. Si je voudrais dire un mot sur l'histoire, c'est pour vous dire que vous connaissez tous le proverbe qui dit « Chaque révolution contient en son sein le germe de sa destruction ». Je pourrais dire la même chose du village. C'est quoi un village? Comment se constitue un village? Pourquoi un village un jour il va éclater? Pourquoi est-ce que dans un village il va manquer un équilibre? Ça mérite d'être raconté. Vous savez tous que dans la région de Sangalubangu, vous avez des grands chefs de là-bas et qu'au moment de l'histoire, un certain Ilongambidi, qui était Moulopoué là-bas, il a des enfants, il a des femmes. Parmi ces enfants, vous avez Kasongo Kadimbi et Kasongo Kumwimba. Notre ami Kasongo Kadimbi, il est le dauphin. À la mort de son père, c'est lui qui doit monter sur le trône. Mais voilà qu'un jour, son père, Ilongambidi, a frappé la mère de Kasongo Kadimbi. Et Kasongo Kadimbi qui voit sa mère battue, triste et tout, eh bien, pour protéger sa mère, il dit « Viens avec moi ». Il prend sa mère et il va l'installer chez lui. Et là, le roi est en colère. De quel droit pouvez-vous prendre votre mère pour aller l'installer chez vous? Et le chef est tellement en colère qu'il dit à Kadimbi, puisque vous avez commis cet affront, quand je vais mourir, ce n'est pas vous qui allez avoir le pouvoir. Voilà que le chef meurt, les notables qui étaient prévenus vont introniser qui? Son frère, Kasongo Kumwimba. À juste titre,
Kadimbi est en colère. Il fait ses valises, il prend les gens de sa famille, il prend les amis, il dit « je m'en vais ». Ça c'est très important pour vous montrer comment un village peut éclater. Il va marcher, il va traverser les forêts, il va tracer les rivières et il va se retrouver dans le Kasaï actuel, dans la région de Miabi. Il s'installe là. Derrière lui, notre ami qui a pris le pouvoir, Kumwimba, c'est un chef méchant. Il maltraite les gens. Alors voilà que un ami de celui qui était déjà parti se fâche. Il s'appelle lui Chimanga Lwasambuta. Et il décide de partir lui aussi et de rejoindre celui qui était déjà parti. Et il va rejoindre celui-là. Et Kadimbi, voyant venir Chimanga, il est content. Pour les remercier, il lui donne sa fille. Et Chimanga va rester là-bas. Il va mettre au monde, et lui va mettre au monde alors parmi ses enfants Kalonji Milabi. Kalonji Milabi qui fait des manches à eau, qui est riche, qui devient célèbre, et qui un jour va marcher lui aussi, il va aller chez les chefs de Kanyoka. Et là, pour épouser Kabedi. Et il revient avec Kabedi, ils vont mettre au monde des enfants, et la tribu de Bokwa Kalonji va s'étendre. C'est ainsi que le Bokwa Kalonji s'appelle Chitandayoua Bane Milongolong. Je pensais avant que c'était seulement dire mettre beaucoup d'enfants au monde, mais le professeur m'a expliqué hier, non seulement leurs propres enfants, mais les autres aussi, ils accueillaient. Chitandayoua Bane Milongolong. Ça vous montre que ça va faire des grands villages, un grand village. Mais dans ces grands villages, il faut vivre ensemble. Et la vie ensemble, ce n'est pas toujours évident. Alors pour trancher le problème, quelqu'un pourra dire, toi, construis par là, toi, construis par là, toi, construis par là. Voilà comment un grand village peut éclater aussi. Ou encore, j'habite dans un village, mon enfant est mort, un autre est mort, mais comme on n'accepte pas la mort naturelle, je vais dire pourquoi mes enfants meurent, pourquoi les autres sont bien. Peut-être qu'il y a un mauvais œil dans ce village, je m'en vais. Et voilà quelqu'un qui quitte son village parce qu'il veut sauver ses enfants, il va loin. Et là, ça devient, il est de Bokwa Kalonji, mais il est là-bas, ainsi de suite. Et là, ça forme un clan. Alors, à la tête du clan, vous avez l'ancêtre fondateur. Maintenant, ces gens vont avoir des problèmes parce qu'il faut choisir un chef. Et le chef, ça sera tantôt celui-là, tantôt celui-ci, tantôt celui-là, selon les villages. Il y a une alternance parce que ce sont les enfants d'une même personne, ils doivent hériter le pouvoir. Et vous savez très bien que ça ne se passe pas toujours très bien. On a des situations où quelqu'un doit avoir le pouvoir, mais pour des raisons ou d'autres, eh bien, soit on les saute, soit on dit tu es pauvre, tu n'as pas l'argent pour Kwaba Bukalenga. Mais s'il n'a pas de l'argent pour Kwaba Bukalenga, mais il va rester quand même en colère. Et tout ça fait que ça ne va pas de soi. Jusque maintenant, quand on parlait des villages et des villes, la tendance était de considérer le village comme étant un endroit parfait où tout se passe bien. Non, c'était aussi un endroit de conflit, un endroit de problèmes que nous allons regarder ici ensemble. Alors, quand le village devient grand, là nous faisons appel au droit. Il y a des juristes dans la salle, là la loi va s'imposer avec plus d'acuité. Pourquoi? Parce que quand on est moins nombreux, on peut s'entendre sur base de relations familiales. C'est mon frère, je vais tolérer ceci. Mais plus les relations vont quand même s'étendre, plus il va falloir quand même une certaine organisation. Et là, la loi s'impose. N'oubliez pas que l'être humain, c'est un être social. Et notre sociabilité a un prix. Et vous avez des gens qui ne respectent pas toujours cette sociabilité. Vous avez des gens qui mettent le bâton dans les roues des gens. Et il faut qu'il y ait des sages pour trancher tous ces palabres. Et là, vous avez la nécessité du droit. Mais vous allez comprendre l'influence de la parenté sur le droit et que quand on tranche les palabres dans une société traditionnelle à laquelle moi je fais allusion, eh bien, les juristes d'aujourd'hui pourraient tomber à la renverse. Je vais vous donner un exemple. C'est entre les années 60 et 70 dans la région de Benenson, non loin d'ici. Les réfugiés du Katanga venaient d'arriver. Et ils ont amené des habitudes que les gens d'ici n'avaient pas. Les gens d'ici, ils vont au champ, ils récoltent les maniocs, mais ils n'emportent pas tout. Ils laissent quelques cossettes de manioc sur l'endroit pour que n'importe quel étranger qui passe, qui a faim, qu'il prenne le manioc, qu'il mange, qu'il ne meure pas de faim. Chapeau au village.
Mais alors, nous, réfugiés, quand nous arrivons, on a faim, on ne sait pas manger, on commence à aller maintenant prendre les objets, les choses dans les produits des champs des autres. Alors je me rappelle, on est chez les chefs coutumiers, on va juger. On traite une palabre, on termine l'autre, et puis à la fin, quelqu'un amène un voleur. Il dit voilà, il a volé dans mon champ. Voici le sac avec les contenus de ce qu'il avait déjà récolté. Et le notable regarde le voleur. Il constate qu'il ne l'avait jamais vu, donc c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Et on lui dit, monsieur, présentez-vous. Là, je parle en français, présentez-vous. Mais en Tchoulouba, ça sonne très bien. Moukaleng, dites Jacoutou. Et les gars étaient très intelligents. Hariba Mouamele, dites Jacoutou. Au lieu de même dire une chiban de pi, même si une chiban de wakalamba, il moulait le campagne de Nikansang. Wambanu Nanko, notable, ekele, wewe, udumwana wa campagne. Notable, mkwabaka, ou du moumany, aka, majambo du moumulemba moum, singata toen. Ekele, ton papa, qu'est-ce qu'il est devenu? Ton grand frère, qu'est-ce qu'il est devenu? Et ça devient des retrouvailles. Et comme c'est devenu des retrouvailles, on lui demande, mais explique-nous. Et les gars expliquent toute la souffrance du Katanga, toute la souffrance de la voie, de la marche. Et là, les juges ont retrouvé un de leurs qui est en souffrance. Ils se sont retirés pour la délibération. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont délibérer? C'est clair, le type a volé. Et ils sont revenus quelques minutes après. Et quand ils reviennent, l'affaire a changé. L'accusé, ce n'est plus le voleur, c'était le propriétaire du champ. À qui on pose la question, Moukaleng, où vous cette présentation qu'il vient de faire, est-ce que c'est correct? Oui. Donc il est parmi les gens qui viennent, oui. Les réfugiés, oui. Et on lui demande au propriétaire du champ, dites-nous, toi, si jamais un jour la guerre éclate ici, est-ce que tu peux arriver dans un village, en 2 semaines, tu as trouvé un endroit pour cultiver, tu as un endroit pour s'aimer, tu as fait croître. Est-ce que tu peux faire ces miracles-là? Et le type, il voit déjà où on veut l'amener. Et il répond, mais il a exagéré. Donc, ce qui sous-entend, je ne refuse pas qu'ils prennent, mais pas tous les jours quand même. Et alors, pour trancher les palabres, les notables disent aux voleurs, Moukaleng, et le type dit, j'ai 8 enfants. Prends, va manger avec tes enfants. Mais la prochaine fois quand tu iras au champ pour prendre de quoi manger, ne prends pas toujours dans le même champ. Aujourd'hui tu prends ici, demain tu prends là-bas, le lendemain tu prends là-bas. Et quand tu prends, ne prends pas pour aller vendre. Prends juste ce qu'il te faut pour aller manger. Et on a tranché la palabre. Voilà comment un village constitué à partir d'une famille où il y a les liens de sang, ça va même influencer la loi, ça va influencer la justice. Il y a une manière de fonctionner. Et c'est important que je vous le dise, parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui sont dus aussi par le fait que mélanger notre culture, notre tradition avec ce que le modernisme nous a apporté, on n'arrive pas à bien fusionner. N'oubliez pas que dans le temps, ma grand-mère, quand elle allait au champ, elle a récolté le manioc, ça pesait trop lourd. Alors elle laissait ça dans l'eau au champ. Elle sortait, elle mettait sur les pierres. Et quand le manioc a séché, elle pouvait prendre, venir à la maison, ça pèse moins. Mais allez laisser le manioc aujourd'hui, vous n'allez plus les retrouver. Vous voyez comment les choses ont évolué. Là, c'était donc la loi qui est nécessaire pour notre harmonie, mais la même loi est quand même tributaire de la parenté et tributaire des relations que nous avons, ainsi de suite. Bon, alors, le village est constitué et tout le monde veut avoir des enfants. Hier, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, on dit que nous avons trop d'enfants, mais on a de l'espace. Très bien, et nous mettons au monde et les villages gonflent. Et quand les villages gonflent, voilà que l'État s'en mêle. Notre village était constitué sans l'État. Mais une fois que nous avons construit des villages, l'État s'en mêle. Pourquoi l'État s'en mêle? Parce que l'État a constaté qu'ils étaient 200 avant. Mais tiens, ça fait 1000 déjà. Ça fait 1300. 5000. Oh,
C'est devenu un grand village. Et l'État décide que ça devient une entité qui pourrait avoir le nom de ville. Alors, à ce moment, on vient tracer les routes. Alors que dans les autres pays, les routes, on les trace avant. Et là, on trace les routes. Quitte à ce que la route qu'on a prévue de tracer, elle passe devant elle emporte ma maison. Et je vais corrompre pour dire, chef, quand vous arriverez chez moi, est-ce que vous ne pouvez pas dévier un peu? Alors à ce moment-là, lorsqu'on construit de manière anarchique, on appelle même ça Turimuchasasa. Là où on construit anarchiquement. Et l'État vient mettre des routes. Donc vous voyez, la ville vient envahir le village. Donc on vient faire du village, on vient urbaniser le village. Mais lorsqu'on vient urbaniser le village, petit à petit, les villages vont changer de physionomie. Et quand le village change de physionomie, vous allez voir aussi d'autres changements qui vont se faire. Alors, c'est quoi les changements? N'oubliez pas, un village, c'est une entité où vous avez un certain nombre d'agents avec un certain offre de services. Alors, vous allez voir qu'il y a des endroits où vous êtes malade. Oui, il y a un dispensaire, un centre de santé. Vous voulez aller à l'école? Oui, il y a une école. Mais vous avez des endroits où tout ça n'existe pas. Et là, vous allez voir comment le village va commencer à perdre de son aura par rapport aux centres qui vont s'urbaniser petit à petit. Alors, en cas de maladie, il vaut mieux se trouver en ville que dans un village. Imaginez que je sois diabétique et que je prends des médicaments comme l'insuline et que ces médicaments, il faut que je les garde au frigo. Eh bien, si je suis dans un village, difficile de trouver un frigo. Alors, à ce moment-là, vous allez voir quelqu'un comme moi. J'habite loin et c'est mon père qui est malade, à qui j'envoie des médicaments. Il arrive que je dise à mon père, approche-toi de Kinshasa, je vais t'aider de là. Mais si tu es à Benakayemba, je ne saurais pas t'aider. Vous voyez là, c'est la nécessité, la santé. On n'a pas de frigo dans le village, on n'a pas de l'électricité et on dit viens. Alors à ce moment-là, la cité se met au-dessus et le village devient un endroit où en cas de maladie on peut mourir. Vous êtes en ville, je parle de villes organisées. Vous avez fait un accident, il suffit de téléphoner. Eh bien, l'ambulance arrive et vous amène, un médecin est là, il vous soigne. Vous êtes dans un village, le temps de vous prendre sur un vélo et d'amener au village, ça devient difficile. De nouveau, vous voyez comment le village est en train de perdre et la ville est en train de monter. Vous avez aussi ce qu'on appelle le chef lui-même du village. Mais le chef, c'est quelqu'un qu'on respecte. Le chef, il a le pouvoir. Et le chef, il veille à une certaine justice sociale. Dans les villages traditionnels, vous avez attrapé du gibier, ne mangez pas seul. D'ailleurs, le chef, il est au courant. Et il sait qu'il y a ça pour celui-là, donne un peu à l'autre. On veille à une justice distributive. Ça, c'était les chefs dans nos villages. Mais aujourd'hui, le chef peut même être arrêté par le pouvoir civil. On peut même le fouetter. Il est le dauphin. C'est lui qui doit avoir le pouvoir. Le prof vient de le dire, mais à sa place, on va nommer quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre, vous ne savez même pas comment il est arrivé au pouvoir. Ils ont peut-être corrompu. Finalement, le pauvre chef congolais, le pauvre chef africain, qui avant pouvait s'élever et il donnait des ordres. Et les gens ont exécuté. Maintenant, il n'a plus le pouvoir. Le pouvoir, il est loin à Kinshasa. Et quand il est loin à Kinshasa, quand il s'agit de distribuer, les Kinois ne nous connaissent pas. À ce moment-là, j'enseigne dans une école ici, on va me dire, oh, tu n'es pas encore mécanisé. Et quand on sera mécanisé, oh, tu n'es pas encore budgétisé. Mais dans l'entretemps, je vis comment? Je vis comment? Vous voyez comment, quand tout ça devient très long, Kinshasa devient trop long, le pouvoir du chef, qui lui, si c'était lui qui distribuait, il aurait vu, celui-là il a faim, celui-là il n'a pas mangé, celui-là, etc. Ça c'est justice distributive. J'ai un ami à moi, sa mère est morte au moment où on le mettait au monde. Alors imaginez-vous, la maman meurt alors qu'on vient de le mettre au monde dans un village où il n'y a pas de biberon. Mais ce n'était pas grave. La grand-mère qui a pris l'enfant connaissait dans le village toutes les femmes qui étaient en train d'allaiter. Alors mon ami, il pleure la nuit, la grand-mère se lève, elle va se frapper. Et la dame, elle se réveille, elle fait téter l'enfant. Et mon ami a tété toutes les femmes du village. Mais après, il a commencé tellement à courir les filles. Et nous qui les connaissions, on a dit, mais il a tellement tété les femmes dans tous les villages. C'est maintenant qu'il cherche toutes les filles.
Et alors de nouveau, quand changement ville et village, les trocs a cédé la place à l'argent. Et vous savez bien que l'argent corrompt. Alors vous avez aussi certains paradigmes pour la compréhension de la vie qui ne sont plus les mêmes au village et en ville. Mes chers amis, je vous pose une question, vous ne devez pas me répondre. Faites votre examen de conscience. Arrêtez de considérer qu'avant c'était le paradis, que les Blancs sont devenus tout gâchés. Moi je vous dis avant, quel est le statut d'une femme qui n'avait pas d'enfant? Quel est le statut d'un homme qui mourait qui n'a pas laissé d'enfant? À part les prêtres et les religieux, ça c'était accepté. Mais les autres, n'y avait-il pas une manière spéciale de les enterrer? Ça c'était les villages. Et ça, c'est pas des choses que nous devions garder. Donc, et même la lecture des événements. En ville, si je meurs aujourd'hui, ma femme va dire, tiens, docteur, de quoi il est mort? Et le docteur va expliquer de quoi je suis mort. Si on ne voit pas très bien de quoi je suis mort, le docteur dira, on va faire une autopsie. Et l'autopsie va révéler, voilà. Mais dans le village, quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on va dire? Et on va accuser un vieux. On est même capable de dire à un vieux, et le vieux peut être frappé, le vieux peut être tapé. Ne l'oubliez pas. Tout le monde pense que dans le village traditionnel, le vieux était respecté. Mais ceux d'entre vous qui connaissent bien l'église catholique à laquelle j'appartiens, eh bien, dans le temps, dans les paroisses, il y avait une maison qu'on appelait Zuboua Bakamba. Bakaj Bakamba. Quel Bakaj Bakamba? Comment vous balez le banane? Boitini vous bofika kuba père ne tribu et Zuboua Bakamba. Et quand il venait, mon grand-père qui était catéchiste devait interviewer ces gens-là pour savoir pourquoi il vient. Est-ce qu'il n'a pas d'enfant? Et presque tous c'était. À ce moment-là, le prêtre va prendre ces messieurs, il va les mettre dans cette maison. C'est ça l'origine d'Nzubuya Bakamba. Donc ce n'était pas toujours blanc et noir. Hein? On accusait beaucoup facilement aussi. Et par rapport à cette période-là, je n'oublierai jamais une scène. Ça s'est passé à Monédito. Et comme mon grand-père était catéchiste, une de ces femmes-là est décédée. Et mon grand-père m'a appelé, chacun, viens. Il a appelé mon grand frère, et sur un brancard, mon frère devant, moi derrière, mon grand-père à côté. À trois, on allait au cimetière pour enterrer cette femme-là. Elle s'appelait Moïna Kaloumé. Mais ce que je vais raconter qui m'a touché jusqu'après, dans ma vie, je n'oublierai jamais la scène. Pendant que deux garçons, mon frère et moi, avec un vieux catéchiste, nous avançons vers le cimetière, les gens qui revenaient des champs nous regardaient et s'exclamaient Yo, et vous voyez les dames à l'époque qui déposent leurs fagots de bois et qui se joignaient à nous pour nous accompagner. Nous avions commencé à 3, nous avons fini à 50 au cimetière. Et quand nous arrivons au cimetière, une dame dit elles ont couru dans la fontaine, prendre de l'eau, laver Moïna Kalouma et nous avons enterré Moïna Kalouma. J'insiste là-dessus pour vous dire que la différence entre l'homme et l'animal, à partir de quel moment l'homme a-t-il cessé d'être un animal pour devenir un homme? C'est à partir du moment où il a su pleurer ses morts. C'est à partir du moment où il a su respecter l'au-delà. C'est là le début de notre humanité. Et ça, dans nos sociétés traditionnelles, c'est des choses qui existaient. Et alors, dans les villes, on a aussi la télévision. On a l'électricité. Alors à ce moment-là, un garçon du village qui veut connaître un peu les choses, il ne peut pas. Il va en ville, il voit la télévision, il va être attiré. Et voilà, finalement, on va avoir l'exode rural vers la ville. Vous comprenez, quand je fais cette comparaison, c'est alors maintenant seulement que le titre de mon exposé va apparaître. Parce que là commencent les complexes. Je suis en ville où il y a la télévision, je suis en ville où il y a l'électricité, je suis en ville où je peux entrer dans un taxi, je me crois supérieur à celui qui est au village, qui n'a jamais vu la télé.
À celui qui est au village, qui ne sait pas ce que c'est que l'électricité, là je me crois supérieur. Mais c'est triste de se croire supérieur. Parce que celui-là qui se croit supérieur, mais il vient peut-être du village lui aussi. Alors à ce moment-là, vous arrivez à Kinshasa, hein, on vous dit, je vais aller voir mon oncle. On dit, Massabeb, où vous habitez mon quartier Kampanda? Et je marche, et je marche, et je marche. Finalement, je suis dans un ravin où l'eau coule, ça sent mauvais, il y a des moustiques. Et je demande à mon accompagnateur, Nanchmo, tu donnes mutin sens. Et yo tu donnes mutin sens. Mais ka, et puis je dis même son bon danger kas. Anu dîner de sens, que ni de kamone sens. Et là, c'est le bidonville dont nous avons parlé l'autre jour, où c'était un endroit de promiscuité, où ils n'ont même pas de toilettes, ça coule comme ça quand l'eau passe. Je dis, mais c'est quoi ça, Kinshasa? Parce qu'on est allé en ville. Alors maintenant, les gens qui sont en ville, vous allez voir, on a dans les titres, on dit diagnostic, c'est-à-dire symptômes. À quoi vous allez les voir? Le grand diagnostic de ces gens-là, c'est le tu m'as vu. Montoubo même en ville. C'est des gens, c'est eux qui vont attraper d'abord le complexe. Avant de parler du complexe du villageois, parlons du complexe de l'homme de la ville, qui va privilégier le paraître au lieu de l'être. Alors à ce moment-là, on doit les regarder. Prenez l'exemple de la musique. J'étais content que Mounioka hier a parlé, je l'appelle, c'est mon petit frère. Je ne sais pas si on a le même âge, mais il doit être petit probablement. J'étais content de voir qu'il a axé son exposé sur une chanson. C'est très important ça. Parce que nous avons un grand musicien du Kasaï. Nous pouvons en être fiers. Il s'appelle Papa Wemba. Mais Papa Wemba est parti du village. Il était initié par sa famille. Sa mère, elle chantait. Et quand Papa Wemba arrive à Kinshasa, il a eu tellement de succès qu'il a créé des complexes aux Kinois qui ont commencé à l'appeler lui Mouta. Et le brave Mouta n'a fait que passer de Kinshasa, il est allé en Europe et là de nouveau un aura international. Mais les autres sont là, et nous on est d'ici. Et lui c'était Mouta. Mais qu'est-ce que cela fait sur la musique? Qu'est-ce qu'elle a fait sur l'œuvre que vous avez pondue? Est-ce que ça vous empêche? 5 bénétoires. Est-ce que ça vous empêche d'aller de l'avant? Non. Donc, on peut venir du village et aller loin, ne faire que passer. Donc, avoir ces complexes de supériorité là des gens de la ville, c'est ça leur symptôme. C'est tu m'as vu, tu grattes, il n'y a rien. Ukarimuya kumubudimi utula tumbele usana kambele kanene nunkweo wenza nunku paf munda mutu kimwene muvila kako abukambele kakese karika bozakos kakaikita bato uboza kahata sindi makufuma mu village mukala kambele kahata. Donc vous avez ce complexe là chez l'homme de la ville, mais alors l'homme du village, à tort, l'homme du village n'a pas le droit d'être complexé. Mais on va trouver chez lui un complexe d'infériorité qui ne se justifie pas. Pourquoi il va éprouver un complexe d'infériorité alors qu'il a des choses à valoriser? Parce qu'il y a une inversion des valeurs. Inversion des valeurs, ça veut dire les choses que l'homme du village connaît, qui peut faire sa fierté, lui, il commence à avoir honte de ça. Je vous donne un exemple. Tu viens du village, tu sais tisser des nattes. Tu sais couvrir une maison avec de la paille. Mais parce que nous sommes dans une inversion des valeurs, villageois devient une insulte. Et quelqu'un vous dit, ah quoi, ka villageois ka dikema, kama nyine mo kufinga nzubu. Ka villageois ka menen kama mo kuluka ni biata. Donc kuluka biata, chikadi chilema. Kumanye mo kufinga nzubu, mbibi. Wewe mwene mu ville, kono manye mo kwenze chat. Kono manye mo kufinga nzubu, wewe kiri mumanye. Nje mumanye odelenshima mitu. Donc l'homme du village n'a pas droit d'être complexé. Alors il va souffrir de complexe d'infériorité, il va être timide. S'il y a des gens, il ne veut pas s'exprimer. C'est pour ça que votre frère, quand j'arrive en Europe, on pourrait dire, il vient du village, d'accord. Tu trouves dans la salle 2500 blancs, là. Je leur dis, d'où je viens, il y a aussi des choses. Ces choses-là, je viens vous les apporter. Alors,
laissez-moi vous raconter un conte de chez moi. Et je raconte un conte, après j'ai dit, chez nous quand on a compté, on chante aussi. Alors si vous me permettez, je vais terminer avec un conte. Il était une fois dans un village, une maman qui attendait un bébé. Un jour elle met au monde, elle prend son congé de maternité. Mais après 3 semaines, elle doit aller au champ. Et comme il n'y a pas de crèche dans le village, maman prend son enfant et le met au dos. Elle arrive au champ et le met en dessous d'un arbre. Elle le couvre pour le protéger du soleil. Et puis elle se met à travailler. À midi, maman revient sur ses pas. Elle ne voit pas son enfant. Elle a peur. Elle se dit, peut-être qu'un lion est passé par là. Le lion a pris mon enfant. Elle se met à pleurer. Elle pleure tellement que l'enfant qui dormait là-haut se réveille parce qu'il entend maman qui pleure. Et l'enfant commence à pleurer à son tour. Et la dame qui entend la voix de l'enfant se demande, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Elle lève les yeux, elle voit l'enfant dans l'arbre. Mais comment tu as fait pour arriver là? Elle voit l'oiseau. Elle comprend que c'est l'oiseau qui a pris son enfant. Elle demande à l'oiseau, s'il te plaît, l'oiseau, ramène-moi mon enfant. Et l'oiseau refuse de lui ramener l'enfant. Et l'arbre était haut, hein? Maman ne pouvait pas monter dans l'arbre. Alors elle pleure de plus belle. Elle a tellement pleuré, finalement un vieux vient passer par là et dit à la dame, mais madame, tu ne pleures pas? Tu demandes à l'oiseau, il va te ramener ton enfant. Je lui ai demandé, il ne veut pas. Mais ça dépend comment tu lui as demandé. Hein? Mais je lui ai dit, tu as bien fait de les garder, maintenant tu me les ramènes. Ah non madame, c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Eh bien, tu lui dis exactement la même chose, mais en chantant. Les oiseaux chantent, ils ne comprennent que les chansons. Et je te préviens madame, si tu ne chantes pas bien, il ne va pas ramener l'enfant. Pour qu'il ramène l'enfant, il faut que tu chantes bien. Or la dame était déjà fatiguée. Elle avait beaucoup pleuré. Il y avait beaucoup de chances qu'elle chante mal. Alors, je vais demander maintenant à toute la salle. Nous allons chanter avec la maman. Si nous chantons bien, l'oiseau va nous ramener l'enfant. Si nous ne chantons pas bien, il ne va pas nous ramener l'enfant et ça sera de votre faute. Hein. C'est moi qui chante les paroles de la dame. Je chante les paroles de l'oiseau. Et vous, vous n'avez que le refrain que vous reprenez en chœur à chaque fois que j'entonne. Vous avez compris les enjeux? On va y aller. Le refrain n'est pas difficile, je vous l'apprends. Vous reprenez après moi. Changa, changalala, changa. En une fois, ça sera changa, changalala, changa. 1, 2. Changa, changalala, changa. 1, 2. Changa, changalala, changa. Nyonyi wetu waluka numushimwe. Changa, changalala, changa. Nyonyi wetu kumpanyi mwana nyao. Changa, changalala, changa. Nyonyi wetu kigabanga kimbo yao. Changa, changalala, changa. Nyonyi wetu misasa ibabandi. Changa, changalala, changa. Nyonyi wetu mabela sansagani. Changa, changalala, changa. Mwambumbu kuikadini twanda. Changa, changalala, changa. Kuikadi wakambila bayeba. Changa, changalala, changa. Ni nyonyi kindesho wa mwana. Changa, changalala, changa. Tusonga ntefu tumwasa. Changa, changalala, changa. Kambila bwachenyi mwanetwe. Changa, changalala, changa. Nyonyi wetu kumpanyi mwana nyao. Changa, changalala, changa. Nyonyi wetu kigabanga kimbu yao. Changa, changalala, changa. Nyonyi wetu misasa ibabandi. Changa, changalala, changa. Nyonyi wetu mabela sansagani. Changa, changalala, changa. On applaudit très fort.